Bonsoir et bienvenue à ce JT 20h de la Toussaint. Lutte contre la traite et le travail des enfants. Les députés préoccupés par l'éradication du phénomène. Réunis par l'Union interparlementaire, des députés se penchent une fois encore sur ces fléaux. Folle rumeur sur les réseaux sociaux de présence de groupes armés irréguliers à Kandi. Des citoyens interrogés dans la commune n'en voient ni trace ni ombre. On ira voir les citoyens dans cette commune. Covey à l'heure des saveurs locales du Zou, une 6e édition de promotion du terroir alimentaire pour impacter l'économie locale. Loin de Covey à Cotonou, nous irons voir ces micro-potagers domestiques qui se développent face à la crise. Merci de nous accepter dans vos demeures pour ce 20h. Vous savez, en janvier prochain, nous aurons un nouveau Parlement à l'aune des réformes politiques et nous sommes à 24 heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Ghislain Boguet et son équipe nous y attendent pour nous faire vivre l'ambiance qui y règne. On les retrouve dans un instant. Commençons d'abord par le sujet consacré à la lutte contre la traite et le travail des enfants. Les députés sont préoccupés par l'éradication du phénomène. Les parlementaires béninois s'y attachent. Réunis par l'Union interparlementaire et l'Assemblée nationale du Bénin, des députés se penchent une fois encore sur ce fléau. Va-t-on assister à une nouvelle tournure de la lutte? Réponse dans le sujet signé Firmin Bassao. Selon les estimations faites par l'Organisation internationale du travail, 980 000 à 1 million de filles et de garçons sont victimes du travail forcé à travers le monde et au Bénin, selon un rapport de 2020, plus d'un enfant sur deux est victime de la maltraitance. Ce tableau, ainsi décrit, paraît peu reluisant et semble traduire de nombreuses défaillances du système de protection de l'enfant au Bénin. Et pourtant, au fil des législatures, les députés se sont investis dans l'étude et le vote de plusieurs projets et propositions de loi en faveur de l'enfant. Du côté du gouvernement, de nombreux progrès ont été réalisés dans la lutte contre ce fléau, comme en témoignent les résultats du projet d'éradication du travail des enfants, dont l'objectif est d'éliminer définitivement l'exploitation de la main-d'œuvre infantile d'ici 2025. Pour accompagner ces efforts, la représentation nationale souhaite, une fois de plus, impliquer tous les acteurs dans la lutte pour la protection, l'épanouissement et le bien-être des enfants. L'atelier vise à faire un état des lieux de la mise en œuvre des textes législatifs nationaux et internationaux existants, à évaluer les actions menées par les différents acteurs afin de parvenir ensemble à des propositions concrètes. À quel arrondissement appartient le village Yenawa? La question divise les citoyens là-bas dans la commune de Covey. L'ancrage administratif du village Yenawa oppose Weko et Zogba, deux localités voisines. Chaque arrondissement se dispute le village Yenawa. Le président de l'association de développement de Zogba est allé soumettre donc cette querelle territoriale au président de l'Assemblée nationale. L'hôte sort visiblement satisfait de la rencontre. On l'écoute. Suffisamment satisfait parce que le sujet est tout simple et nos voisins d'en face lui donnent une autre coloration alors qu'il était juste question d'un problème de domaine. L'arrondissement de Zogba reconnaît que Yenawa existe et ce village est né avec l'ancienne commune de Weko qui est devenue arrondissement, mais pour des raisons d'usurpation, une justice avait été faite que la loi 2015-01 du 6 mars 2015 a porté à la loi précédente, celle de 2013, au sujet des unités administratives locales. Donc la loi 2015 a affecté l'administration du village Yenawa à l'arrondissement de Zogba, ce que nos frères d'en face ne reconnaissent pas parce que Yenawa disparaît de chez eux. Il ne fallait même pas se faire de confusion
Le Yenawa que nos frères de Hueco revendiquent est d'un côté de la voie bitumée RIN 4 et l'autre Yenawa Zoba est de côté opposé. Donc le président de l'Assemblée, il a compris que c'est des problèmes endogènes qui vont être corrigés à la prochaine révision de la loi. Le village Yenawa très courtisé. C'est sa première session statutaire, celle de l'Assemblée consulaire de la SEMA, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les assises ont eu lieu ce lundi au Palais des Congrès à Cotonou. Gilles Afouda Monsi-Agbouka et Patrick Im avons eu droit au début de la SEMA. On regarde. Les élus consulaires de la SEMA, Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, en session statutaire. Une première après leur élection le 27 septembre 2022. La Chambre des métiers de l'artisanat représente, défend et protège les intérêts généraux de l'artisanat béninois. Elle est désormais le bras armé de l'État pour développer et mettre en œuvre sa politique en faveur de l'artisanat. À cet égard, je voudrais préciser que bientôt une nouvelle politique, la politique nationale de développement de l'artisanat, va être définie et approuvée par le Conseil des ministres. Cette politique sera suivie par une stratégie de développement de l'artisanat dont découlera le plan stratégique de la Chambre des métiers de l'artisanat. L'installation des membres de la SEMA s'inscrit dans la vision du président de la République, Patrice Talon, d'œuvrer pour le développement durable du secteur de l'artisanat au Bénin. C'est cette vision présidentielle qui a généré toute la réforme, dont la mise en œuvre intelligente et diligente par notre ministre du tutelle nous permet aujourd'hui de siéger en tant qu'élu consulaire d'une nouvelle génération pour le bien-être collectif des artisans et la prospérité des entreprises artisanales. Au chef de l'État, toute l'Assemblée consulaire de la SEMA Bénin rend un vibrant hommage pour la place qui est faite à notre secteur d'activité dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est composée de 80 membres. Et vous le savez, aujourd'hui c'est férié, fête de la Toussaint. Les fidèles catholiques ont pris d'assaut les cimetières pour honorer la mémoire de leurs proches passés de l'autre côté du rideau de la vie. Mais pas seulement. Même le conseil communal de Cotonou a effectué des visites dans les cimetières de PK14, Somain et Akbakpa. Quel est donc le sens de cette démarche d'officiels municipaux? Blaise Adanko les a suivis, regardons. Au cimetière PK14 de Godomain, l'exécutif communal de Cotonou rend hommage aux défunts. Dépôt de gerbes, tout un symbole. C'est le symbole du rappel de tous ceux qui sont là. Et c'est le lien entre eux et nous. De ce passage, autant que nous sommes, nous le ferons. Donc prenons donc aujourd'hui pour préparer demain. Faisons en sorte que notre passage sur terre puisse rester dans les mémoires. Lucas Tropo et le conseil communal honorent les morts. Moment de recueillement. Quand on a l'occasion de venir se rappeler des aide-sœurs qui sont restés avec nous, prier pour ces aide-sœurs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le symbole même de la présence ici aujourd'hui. Nous sommes en communion avec toute la population de Cotonou. La visite de ce 1er novembre s'est étendue à plusieurs autres cimetières, notamment ceux d'Akbakpa, de Somain et de Zogbo. Nous avons travaillé à ce que les lieux soient éliminés. Nous allons travailler à ce que les gens soient là pour veiller sur nos morts. Aujourd'hui, nous avons été heureux de constater que le dispositif mis en place a bien fonctionné. Nous encourageons les acteurs à continuer à travailler. Après la Toussaint, les chrétiens catholiques vont fêter les morts à travers des prières ce mercredi pour que leurs âmes reposent en paix. Cessation d'activité économique et scolaire à Kandi. Y a-t-il des raisons sérieuses d'avoir peur? Eh bien, suivons ici le démenti de la population de la commune de Kandi au sujet d'une présence présumée de groupes armés irréguliers. La rumeur circule sur les réseaux sociaux. On va écouter les citoyens rencontrés à Kandi. Alexis Assogba et Enoch Rumpati ont tendu leur micro dans les écoles et les marchés. Regardons.
Kandé, chef-lieu du département de la Librairie, en ce début de semaine, la population vaque librement à ses occupations. L'affiche d'une menace placardée à l'école urbaine centre de Kandi et relayée par les réseaux sociaux ne vise qu'à entretenir une certaine psychose. Les menaces, en vérité, n'ont pas eu d'impact sur le déroulement normal des cours dans les classes. Depuis ce jour, l'école est sécurisée. Les militaires sont là, ils travaillent en collaboration avec la police républicaine. Ici, comme au CG1 Kandi, il n'y a jamais eu cessation des activités scolaires. Les programmes sont exécutés par des enseignants qui restent sereins grâce à la présence des forces de défense et de sécurité déployées par le gouvernement. Nous n'avons pas peur puisque nous avons mis les dispositions pour que s'il doit y avoir quelque chose d'attaque, nous on va déjà le portail, vous allez voir, le portail est fermé. Nous vaquons, depuis qu'il y a eu l'alerte là, nous vaquons à nos préoccupations. Je crois que la psychose qu'on voudrait dans notre pays, il faut dire aux uns aux autres que d'être serein et d'avoir confiance à la promptitude de l'effort de sécurité. Au grand marché de la ville, quiétude totale des femmes. Moi je suis au marché, tout le monde est ouvert. On vend et on achète, mais on n'a jamais vu ça d'abord. Mais on entend ça ailleurs, mais on n'a pas vu ça à Kandi. Il n'y a rien, on attend ça ailleurs. Vers Niamey, Bouchina, mais vers Kandi ici, on n'a jamais appris un cas. À Kandi ici, chaque jour, tout on ouvre les marchés. Regarde, même samedi, dimanche là, tu vas voir, on n'ouvre pas marché. Nous, c'est ici, on ouvre les marchés. Toujours, on mange le marché de Kandi. Moi, je vois que c'est des rumeurs. Il n'y a rien qui soit fondé. Donc, c'est des rumeurs du côté de gauche à droite. Ici à Kandi, nous constatons que le marché s'anime bien. Tout le monde y entre et sort quand il veut. Et entre-temps, nous avons entendu des rumeurs soi-disant que les djihadistes sont entrés dans notre territoire. Ici, Kandi, on a fait la remarque de ces djihadistes-là. Une synergie d'action est remarquable entre forces de sécurité et élus locaux. Ici à Kandi, on est en paix. Il n'y a rien, on entend les rumeurs et les intoxications que les gens font dans les réseaux sociaux, c'est des fausses informations. Les gens disent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vérifiés, mais non. On est en paix ici, les écoles sont ouvertes, le marché, vous pouvez même faire des déplacements, aller dans le marché, aller voir si le marché s'anime. Tu passes dans la route, tu vois le corridor, dans des petits villages, les policiers, ils font leur effort. Ils sont dans les brousses partout. Dans tous les petits villages, tu les vois, avec des motos, ils sont en train de circuler. Comme vous venez de le constater, je viens du champ tout à l'heure et mon champ est frontalier avec la commune de Karimama. Et tout le monde va à ses occupations. Il n'y a pas de problème de djihadistes dans mon arrondissement. Hier, par exemple, j'étais dehors jusqu'à 1h du matin. Nous, on est sur le terrain. À chaque moment qu'on dit, on cherche à vérifier. Et jusque-là, on n'a pas eu d'indices ou bien de traces des djihadistes ici. Les populations de la cité des Saka et Kandisouno démentent les rumeurs entretenues et disent être rassurées par la présence des forces de défense et de sécurité. Voilà donc pour les fausses alertes terroristes, les citoyens du Nord-Bénin sont plutôt sereins. Mais que pensent donc les citoyens par rapport à la liste électorale informatisée? Les élections ne sont pas loin. Les populations de la commune d'Avancourt sont unanimes sur la qualité du travail réalisé autour de cet outil à l'usage des élections. Firmin Bassao les a rencontrés. Voici ce qu'ils en disent. Je vous assure, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation qui doit servir d'école même dans la sous-région. Le Bénin a défié tous les pays presque dans l'Afrique. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tous les électeurs même peuvent se fixer et s'assurer qu'ils connaissent leur lieu de vote. Et actuellement, même les messages sont envoyés à tous les électeurs pour les situer. Donc il n'y a plus d'inquiétude. C'est de l'innovation et presque tous les électeurs sont en joie. Aujourd'hui, je vois que c'est une liste fiable qui peut nous aider à organiser les élections législatives en cours. Et je salue d'ailleurs notre chef d'État, le président Patrice Talon. Il a vu juste mettre de réformes dedans. Pourquoi il dit de réformes? Et auparavant, à la porte des élections, qu'est-ce qu'on faisait? Le gouvernement injectait par exemple des milliards pour l'organisation. Mais il a vu que non, étant donné que nous avons déjà une structure en place, qui est l'ANIP,
qui peut nous aider à faire quoi? À rendre un peu plus fiable, parce que les acteurs politiques tournaient autour de cette liste-là. Et chacun essayait de faire quoi? De s'imposer pour mettre un peu de nos billets dans ses poches. Mais aujourd'hui, il a dit pas question. Il faut vous dire que cette liste, c'est ce que nous souhaitons depuis. Parce que quand il s'agit des élections, on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire, même les morts avant, les morts venaient voter. Quand cette liste est venue, vraiment ça a écarté beaucoup de ces choses. Aujourd'hui, maintenant, si tu es citoyen, tu trouves sur la liste ton nom, c'est que tu vas pour voter. Tous ceux-là qui sont déjà décédés, on déclare et on enlève leur nom de la liste. Et c'est disons, on fait les votes dans la transparence totale. Voilà, la liste électorale est prête, les citoyens sont confiants et prêts pour aller voter. Mais est-ce que les candidats aux législatives de janvier 2023, eux, ils sont véritablement prêts? En tout cas, nous sommes à 24 heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Direction Sénat pour voir avec Ghislain Pogga et son équipe s'ils ont pu croiser l'ombre d'un candidat aux prochaines élections législatives. Ghislain Pogga. Ozias Sourouvou, bonsoir. Ici, à la Commission électorale nationale autonome, à 24 heures de la clôture du dépôt des dossiers pour les législatives de janvier 2023, les partis politiques traînent toujours les pas. Ici, à l'accueil, comme à l'enregistrement, il n'y a personne. Mais à la Sénat, ils sont habitués. C'est à la dernière minute qu'ils viennent, ont-ils affirmé. En attendant donc les dernières minutes, il règne ici, comme un calme avant la tempête. Merci Ghislain Pogga. On vous retrouve donc demain pour voir ce rush au dernier jour du dépôt de candidature. On passe à la 6e édition de la foire saveur locale du Zou. La communauté des communes du Zou met en lumière le potentiel alimentaire de cette région. L'esplanade de la gare routière de Cove a abrité les 4 jours d'exposition-vente dédiés. Reportage Judica Laénon, Aziz Alagoué. Des dérivés de l'arachide, des farines de diverses céréales, des produits piscicoles, également des jus de divers fruits tropicaux, sans oublier les multiples dérivés du manioc, du soja, du riz local. C'est une panoplie de saveurs locales proposées aux visiteurs. La foire saveur locale du Zou vise à inciter le consommant local afin d'impacter l'économie nationale. Et juste vous faire remarquer qu'il ne saurait y avoir développement sans la promotion de l'économie locale. Tout développement tourne autour de la promotion de l'économie locale. Et qui parle de l'économie locale, parle de la promotion de ce que nous savons faire. 6 années après, les partenaires saluent l'adhésion de la conscience collective au goût du Made in Benin. C'est donc l'occasion de remercier très sincèrement la communauté des communes du Zou et le département des Hauts-de-Seine de nous avoir fait confiance. Je pense aux résultats que nous avons ensemble produits dans les dernières années. Plusieurs centaines, 500 à 600 entreprises du territoire qui sont impliquées. Je pense aux filières qui ont été soutenues, qui ont été renforcées, tout particulièrement la filière soja. Et je pense aussi à l'avenir. L'initiative vise aussi à promouvoir les valeurs non gastronomiques telles que certains rythmes et chansons locaux. Le lomba, le guélédé, le sato et autres ont retenti pour agrémenter la fête des saveurs locales du Zou. Souci de valorisation des potentialités alimentaires locales, mais aussi souci de manger sain, mais pour aussi maîtriser par ailleurs la facture de la consommation face à la crise. C'est ce qu'on va voir à travers le reportage qui va suivre sur des initiatives urbaines consacrées au maraîchage à domicile. D'aucuns l'appellent micro-souveraineté alimentaire pour produire des légumes et autres spéculations fortement consommées dans nos ménages. Comment se développent ces potagers domestiques? La réponse dans ce sujet, signé William Tchoki, Évariste Zoman. Un petit potager dans ce coin de maison, à peine 10 mètres carrés, pour produire soi-même tout ce que l'on mange quotidiennement. L'idée n'est certainement pas une première sous nos cieux, mais elle est une réponse
à 3 mots frappant de plein fouet les populations. Crise tridimensionnelle sanitaire qui est liée à la qualité de ce que nous mangeons, sécurité d'accès en termes de coûts. Aujourd'hui, vous avez tout le monde crie que la cherté de la vie, les produits vivriers coûtent cher, et aussi la crise sécuritaire. Nous avons l'insécurité qui amène aujourd'hui les agriculteurs à quitter leurs champs, à se retrouver au village et ne pas pouvoir aller cultiver à cause de l'insécurité physique liée au djihadisme. Donc, ce sont ces 3 points-là qui m'ont amené à me dire, mais nous n'avons pas besoin d'avoir forcément un grand champ, une grande ferme, pour produire les principaux légumes que nous consommons dans nos maisons. Ici, c'est une micro-souveraineté alimentaire familiale, à base d'objets de récupération, des bidons vides, des sacs de jute, des bois de coffrage, le tout rempli de substrat, et c'est parti pour ce petit potager domestique. Les principaux légumes que nous mangeons, que nous consommons dans notre habitat alimentaire au Bénin, il y a la tomate qui est au niveau central pour faire les sauces claires. Il y a les gluants, donc ce que nous appelons le crin-crin ou les gombo. Il y a les légumes. Donc ces 3 légumes-là qui rentrent dans la préparation de nos sauces peuvent être cultivés à la maison. Donc chez moi ici, j'ai de la tomate. J'ai de chiayo, donc le basilic tropical. J'ai en pépinière actuellement des légumes de Véronia à Manvivet. Et j'ai également d'autres légumes traditionnels que je suis en train d'expérimenter, qui ne se cultivaient pas, qui poussent de la nature. Vous voyez ce panier, point ménage, cette récolte est déjà suffisante pour faire de la sauce pendant des jours. Même en hauteur, il a développé la culture maraîchère du vernonia, de l'amarante, du concombre, et le rendement est plus que spectaculaire. À la floraison, j'ai vu que les plants qui sont en hauteur ont donné beaucoup de fleurs. Et les fleurs ne sont pas tombées autant que les fleurs des plantes de tomates qui étaient restées dans les planches en bas. De l'intelligence alimentaire pour préserver sa santé face à la prolifération des intrants chimiques, des micro-potagers domestiques pour assurer sa sécurité alimentaire. De l'intelligence alimentaire renouant avec la veille politique partisane. Non, ils ne feront pas chemin ensemble en politique. En tout cas, pas pour le moment, pour aller aux élections. Il s'agit du parti FCBE et restaurer la confiance. Et pour cause, le parti d'Irénée Agossa et les siens ont purement et simplement choisi de ne plus aller aux prochaines élections législatives. Face à la presse à Cotonou, le volte-face a été révélé. Jérôme Rungbo nous propose ici une séquence de déclarations. Nous regrettons profondément que nos amis de l'opposition en général et de la FCBE en particulier n'aient pas été capables d'aller au-delà de leurs intérêts personnels pour comprendre la portée de cet enjeu pour notre pays. Pour le parti RLC, l'enjeu de ces élections de 2023 n'est pas la question de la participation de l'opposition, mais plutôt de la victoire de l'opposition pour le contrôle du perchoir. Et nous avons toujours dit que l'opposition n'y arrivera pas si elle ne se met pas dans une logique d'addition et de multiplication. Et pour rester conforme à notre ligne, nous avons opté pour un retrait stratégique de notre parti. Donc il est clairement dit que RLC ne participera pas en tant que parti politique à ces élections, mais participera de façon active à la campagne aux côtés des forces qui seront dans la logique de la recomposition de la classe politique nationale. Et ceci se fera circonscription par circonscription. Et nous comptons gagner sur ce terrain, étant donné que nous n'avons pas pu gagner sur le terrain du regroupement des forces politiques de l'opposition. Nous pensons qu'avec le peuple, nous aurons cette victoire pour la reconstruction de notre pays. Le camouflet serait que l'opposition soit minoritaire et insignificative au Parlement. Le camouflet serait que nous allons pour émietter les voix de l'opposition. C'est pour cette raison que nous restons droits dans nos bottes en disant
que nous n'allons pas participer à cette élection pour retrouver ce que nous avons vécu en 2021 et permettre plutôt aux forces constructives de notre pays d'être victorieuses au cours de cette élection. Donc, ce n'est pas un camouflet pour nous. Nous voulons rehausser comme on l'a fait en 2021, rehausser une fois encore l'image de notre démocratie et permettre à ce que ce pays aborde les véritables problèmes de développement et non rester dans les couloirs des jeux politiques comme le font aujourd'hui nos amis de la FCBE. RLC et FCBE feront donc bande à part. Ce n'est pas le cas de l'UP Le Renouveau, les Forces Nouvelles et l'Alliance pour le développement du Bénin. Ces deux mouvements politiques font désormais partie intégrante de l'Union progressiste Le Renouveau. Précédemment membre fondateur et militant du bloc républicain dans les 19e, 20e et 21e circonscriptions électorales, ils ont rendu public leur nouveau choix partisan samedi dernier à Vancourt. Et c'est sous la direction de l'ancien député Michel Missiko. Les témoins, Firmin Bassao, Brice Mouban. Désormais, je suis UPR. Un mastodonte de la politique qui fait désormais son entrée dans la vague jaune. Derrière lui, toute une jeunesse mobilisée. Nous, désormais, ex-leader, ex-coordonnateurs communaux, ex-élus et ex-militants à divers niveaux du bloc républicain, issus des 19e, 20e et 21e circonscriptions électorales, et réunis autour de l'honorable Michel Missik-Bodé, entendons poursuivre notre aventure politique sous le baobab coiffé de l'arc-en-ciel. La décision vient comme une bouffée d'oxygène pour le parti d'accueil. Lorsque nous avons la chance d'être à l'école d'une personne de cette grandeur, nous ne pouvons que nous réjouir. Pour ceux qui me connaissent dans mes relations avec l'honorable Missik-Bodé, ma présence ici est une évidence. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes découverts depuis 25 ans au moins au Parlement lorsque nous étions en séjour là-bas. J'ai fait ce qu'on appelle la vraie politique lors des élections communales. Et s'il faut recommencer, je serai encore plus fort dedans. 3 fois député à l'Assemblée nationale, ex-membre de la Haute Cour de justice et ancien maire de la commune urbaine d'Avrancourt, Michel Missik-Bodé a eu un parcours politique exceptionnel selon les témoins. Son ralliement à l'Union progressiste Le Renouveau vient réconforter le parti dans les 19e, 20e et 21e circonscriptions électorales. Allons voir ce qui se passe dans le deuxième grand ensemble politique du Bénin avec la sortie officielle ce jeudi à la Maison des Jeunes d'Angla de la Sentinelle républicaine. C'est un creuset qui entend jouer le rôle de gardien du temple pour la consolidation du bloc républicain. Pour la circonstance, une forte délégation du BR était au rendez-vous. Lénèque Abazaou, Brice Tibozo. Tous de blanc vêtus pour jouer le rôle de vigie au sein du bloc républicain. Ces 9 jeunes politiquement engagés et réunis au sein du creuset dénommé Sentinelle républicaine entendent préserver les acquis du BR, mener une campagne de désintoxication et déconstruire les rumeurs relatives au fonctionnement interne de leur parti politique. Nous nous sommes donné le rôle de la sécurité du bloc républicain. On véhicule le mensonge, on fait de l'économie de vérité, on cogne, on ment. Non, il faut qu'on y mette fin. Notre décision à nous réside dans la République dont nous voulons faire la promotion. La République des réalités contre la République des illusions. Au bloc républicain, nous croyons à une vertu fondamentale, la vertu de la vérité. Le cheval blanc continue de s'enraciner à travers notre pays et s'impose comme le plus grand parti du Bénin. Il est donc normal que ceux qui n'ont plus rien à promouvoir au sein de ce parti, rien à offrir, cherchent ailleurs. Le cheval blanc a besoin du sang vif. Nous sommes là pour désormais répondre à tous les détracteurs du bloc républicain, qu'ils sachent à partir de maintenant que le bloc républicain est le plus vulnérable. Le bloc républicain a des lieutenants, a des soldats sur qui il peut compter. La mission de ces jeunes s'annonce bénie avec l'onction des instances dirigeantes du bloc républicain. On sait que c'est des bons gars et c'est des gars très forts. Ils n'ont pas acheté ce qu'ils sont. Ils ont marqué le Bénin par ce qu'ils ont fait, par toutes leurs bagarres.
par leur combativité politique. La sentinelle républicaine s'engage à accomplir sa mission de mobilisation en promouvant les idéaux du parti. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. C'est la fin. Bonsoir chez vous.